Bon, bonjour à tous, hein, ou rebonjour. Hein. Je suis heureuse d'accueillir Jérôme Bondu. Alors Jérôme, c'est bien parce qu'on s'est plus ou moins tous connus par le Club des Vigilants il y a quelques années déjà. Et donc là, je suis ça me fait plaisir de l'accueillir au titre du club aujourd'hui. Jérôme est expert en intelligence économique, hein, une science assez récente, disons. Et il vous en parlera peut-être mieux que moi. Et il vient d'écrire un livre, Maîtriser Internet avant qu'Internet ne vous maîtrise. Donc forcément, étant les vigilants, ça alerte un peu. Il dédie ce livre à ses enfants, enfin aux enfants en général, hein, nés dans le bain d'Internet sans avoir appris à nager. C'est un peu le souci en fait, comme il l'explique très bien dans son bouquin. On joue à un jeu dont on ne connaît pas les règles, hein, donc on joue mal, hein, parfois. Il parle de 5 grandes révolutions. On est en pleine révolution d'Internet, justement. Et ce qui est très important, c'est que dans les révolutions, je le cite en fait, hein, il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent. Hein, et là, on est beaucoup à risquer de perdre beaucoup. Voilà. Et la phrase de son livre, parce que je vous le conseille de l'acheter, parce qu'il est hyper pratico-pratique. Hein. C'est pas un testament, parce qu'il est un peu jeune, Jérôme, hein, mais il laisse quand même beaucoup de son savoir pratique, hein, sur l'aspect intelligence économique, donc la veille, la protection, l'influence, hein, via les données, via l'information, via le savoir. Mais c'est les 2 derniers chapitres de son bouquin qui, en tant que vigilant, nous ont particulièrement intéressés. L'un qu'il appelle comment comprendre l'étendue de la surveillance généralisée, dont on est tous l'objet, passif et complice, hein. Et puis surtout, anticiper et réagir avant qu'il ne soit trop tard. Hein. Donc, la phrase, hein, qui m'a fait tilter, on avait dû la mettre dans le mail, c'est « Dans quelle léthargie intellectuelle sommes-nous plongés ?» Pourquoi tu parles de léthargie intellectuelle ? Bon, avant toute chose, merci Anne, hein. Je suis vraiment ravi d'être ici. Comme tu l'as dit, j'étais membre du Club des Vigilants. Alors, je n'ai pas regardé les dates, mais je pense que ça devait être de 2002 à 2006, quelque chose comme ça. Et pour moi, ça a beaucoup contribué à ma maturation intellectuelle. Donc, je suis ravi et honoré d'être aujourd'hui parmi vous. Alors, avant de parler de léthargie intellectuelle, je propose de faire un état des lieux, parce que l'état des lieux n'est pas flamboyant, nos réactions est extrêmement étonnante et on sortira cette question sur notre léthargie. Alors l'état des lieux est le suivant. Écoutez, on est en train de vivre une révolution informationnelle, on vit la 5e, après le langage d'écriture, l'imprimerie et l'électrification des moyens de communication, et tout change. Et comme tu l'as dit Anne, à chaque révolution, il y a des gagnants et des perdants. Et si on ne connaît pas les règles du jeu, on perd. Voilà. Connaissons-nous les règles du jeu? Eh bien non, je ne pense pas. Alors premièrement, on a oublié que l'Europe a une part non négligeable dans la création d'Internet. Interrogez votre petit cousin, votre petite cousine, vous lui demandez qui a créé Internet, il répondra sans ciller, ce sont les Américains. Alors que la réalité, bien sûr, est beaucoup plus complexe. Personne ne connaît Paul Hotelet, qui est un Belge qui a écrit en 1934 un livre dans lequel il préfigure ce que sera Internet. On a oublié, ou on ne sait pas, ou les jeunes ne savent pas, que le web a été inventé sur le sol français par quelqu'un qui s'appelle Tim Berners-Lee, qui est un Anglais et qui travaille pour le CERN. On a oublié que le premier ordinateur, c'est un Micral, enfin un ordinateur personnel qui ressemble à un ordinateur. Et on a comme ça oublié toute une série de choses. On pourrait citer aussi Louis Pouzin, qui est à l'origine d'un des 2 protocoles qui constituent Internet, puisque Louis Pouzin a inventé l'UDP, l'autre grand protocole, c'est le TCP/IP. Et vous voyez que sur tous les éléments que je présente là, le commun des mortels, en tout cas en Europe, a très peu de connaissances. Deuxième élément, on ne connaît pas les règles du jeu parce qu'on ne sait pas utiliser Internet. Alors Anne, tu m'as demandé d'être assez rapide sur cette phase-là, mais c'est quand même mon dada. Et puisque tu as mentionné que j'étais un expert en matière d'intelligence économique, je ne peux pas m'empêcher de faire une dégression sur notre méconnaissance des techniques de recherche d'informations sur Internet. On utilise tous Google. 92% des requêtes en France, dans le monde, passent par le moteur de recherche Google. 94% en France passent par Google. Alors, on utilise Google en moyenne avec 3 mots-clés, ce qui est une aberration absolument absolue. Imaginez que vous alliez voir une documentaliste ou un documentaliste dans une bibliothèque et que vous lui disiez, alors imaginons tant qu'à faire que ce soit la plus grande bibliothèque du monde, la bibliothèque du Congrès aux États-Unis. Et vous dites à cette personne, j'aimerais que vous me rameniez tous les documents qui contiennent le mot-clé développement durable et soleil.
parce que vous faites des recherches sur le développement durable et l'énergie solaire. Et imaginez que vous lui disiez, classez-moi les documents en fonction du nombre de fois où ces 3 mots-clés apparaissent, et plus les mots-clés apparaissent dans le titre, plus ça m'intéresse. S'ils sont surlignés, s'ils sont en gras, ça m'intéresse aussi. Et donc le documentaliste reviendrait avec une pile de 180 millions de résultats, puisque c'est le nombre de résultats que présente Google. Dans la vraie vie, on ne ferait pas ça. Et pourtant, on le fait tous les jours. Preuve d'une méconnaissance des moteurs de recherche et des outils qu'on peut utiliser. Très rapidement et sans les citer, une bonne requête passe par l'utilisation d'opérateurs de recherche. Je forme tous les jours des professionnels, des chefs d'entreprise, des étudiants à ces opérateurs. Je peux vous dire que 99,99% de la population les méconnaissent. InTitle, FileType, InURL, et je ne vous cite pas les 8 autres qui sont les plus utiles. On ne sait pas rechercher non plus. Pardon, on ne sait pas surveiller non plus. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que la surveillance par rapport à la recherche? C'est essentiel. On vit quand même dans un monde où on est en surabondance informationnelle, les informations sont partout présentes. Si je voulais faire un peu d'humour, je dirais que ma main ici peut capter des informations, ma main traverse des informations, puisqu'il y a du Wi-Fi ici, et si au bout de la main j'avais un capteur Wi-Fi, je pourrais capter les informations. Donc nous sommes littéralement dans un bain informationnel. Et à côté de ça, on n'a pas du tout optimisé nos pratiques de captation automatisée, c'est ça la surveillance, c'est ça la veille. Et donc on est tous croulants sous les informations, ne savoir que faire, et en proie aux fake news. Alors j'aime pas tellement les anglicismes, et je considère qu'utiliser fake news, l'appellation fake news, est très dommage, parce qu'en fait... On suggère un Fox. Oui, un Fox, mais il faut bien voir qu'on connaît très bien les 4 éléments qui visent à manipuler les informations, que sont la surinformation, la sous-information, la désinformation et la mésinformation, qui est le moins connu des 4. Pourquoi utiliser un anglicisme qui, quelque part, vient réduire notre maîtrise du système? Surinformation, c'est espèce de commentaire. Sous-information aussi. Désinformation, c'est quand on produit une information fausse à dessein. Mésinformation, c'est quand on produit une information fausse, j'ai envie de dire, à la suite de son plein gré. On ne l'a pas fait exprès, ça arrive, d'accord? Et on vit dans un monde où, quelque part, nos capacités d'analyse n'ont pas suivi l'augmentation exponentielle de données à disposition. Je parle bien de données, tout d'un coup, et non plus information ou connaissance. Anne, quelle est la différence entre données, information et connaissance? C'est un piège? Tu n'es pas obligé de répondre. C'est ce que je dis de ton bouquin. Tu n'es pas obligé de répondre, mais c'est sûr que on ne fait plus la différence. Ceci est un feutre. Ceci est un feutre. Ceci n'est pas un feutre. Alors, une donnée, ça n'a pas d'intérêt en tant que tel, en tout cas précisément. Une information, c'est quelque chose qui répond à une problématique. Un renseignement, c'est quelque chose qui vous permet d'agir. Vivons-nous dans un monde où les renseignements, où les savoirs sont à portée de main? Non. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en réalité, vous comprenez bien que si on vivait dans un monde où les savoirs étaient à portée de main, il faudrait qu'on ait plein de problématiques et de possibilités d'action. Ce qui n'est pas forcément le cas. En fait, ce qu'on a avec Internet, ce sont des données à disposition. Pour les transformer en savoir, en information, en savoir ou en connaissance, il faut qu'elles aient une utilité, il faut qu'elles nous aident à agir. Et Gérald de Bronner, dont je vous recommande l'ouvrage « La démocratie des crédules », explique que l'augmentation exponentielle des données en circulation avec Internet, croisée avec la baisse de nos capacités cognitives, je fais le geste tout simplement parce que je reproduis un schéma dans mon livre, l'augmentation exponentielle face à la baisse de nos capacités cognitives ne va rien produire de bon. Et on peut imaginer un développement ou un redéveloppement des fascismes, et j'emploie un mot fort à dessein, parce que justement on a une masse de personnes qui peuvent avoir accès à tout et n'importe quoi. Les Juifs sont des voleurs, les Arabes sentent, les Noirs sont je ne sais pas trop quoi. Autant de choses que je cite et qui sont à foison sur Internet. Donc on peut avoir des personnes qui ont accès à des choses totalement hallucinantes, à côté d'une crédulité ambiante, à côté d'un manque de recul, à côté d'une, comment dire, le mot me manque, mais nous sommes de plus en plus distractiles. C'est-à-dire que les jeunes ont besoin d'être sans cesse poussés par des nouvelles informations qui leur arrivent. Et qui ont besoin comme ça d'une impulsion régulière. Sans compter la baisse de la mémorisation, puisque nous avons tous
cette excroissance de notre mémoire, à quoi ça sert de retenir un numéro de téléphone, sachant qu'on l'a là-dedans? À quoi ça sert de retenir n'importe quoi, puisque tout est accessible? Anne, combien de numéros de téléphone connais-tu? À l'heure actuelle, connais-tu par cœur? C'est un mauvais exemple. Quand je pose la question, quand je fais une conférence, c'est 3, 4, 5 maximum. Mais monsieur, moi j'ai 46 ans, mais quand j'avais 20 ans, j'en connaissais sans problème une vingtaine. On en connaissait tous 20. Est-ce que ça prouve quelque chose? Alors, pour l'enregistrement, je vais reformuler votre question. Est-ce que ça sert à quelque chose? J'ai toujours cette remarque. L'intelligence, alors les neuroscientifiques vont dire que ça n'est pas un muscle. Ok, au niveau physiologique, ce n'est pas un muscle. Mais néanmoins, j'ai dit l'intelligence, la mémoire n'est pas un muscle. Mais néanmoins, la mémoire se muscle quand même si on s'en sert. Si on ne s'en sert plus, elle s'atrophie. D'accord, je ne suis pas sûr qu'en fait on s'en serve avec d'autres choses. Parce qu'en fait on externalise de plus en plus. Mon exemple sur les numéros de téléphone est un effet réducteur, parce qu'on aurait vraiment, comment dire, il y a peu d'utilité à les retenir. Mais on fait ça avec tout, et notamment les jeunes. Et donc on a un système, un phénomène très particulier, où encore une fois, et ce n'est pas moi qui le dis, je ne suis que le passeur d'idées développées par d'autres, notamment Gérald de Bronner, que vous auriez fort intérêt à recevoir. On a un phénomène ciseau, couperé, avec une augmentation des données, une baisse des capacités d'analyse, et tout ça est très problématique. Sans compter ce qu'a révélé Snowden. Alors, j'ai été voir le film Snowden il y a quelque temps, et assis à côté de moi, il y avait un couple de jeunes tourtereaux, ils avaient une vingtaine d'années, et à la fin du film, la fille dit à son petit ami « C'était bien, hein, c'était pas mal ». Et son ami répond « Ouais, c'était cool, c'était chouette, c'était bien, bien ficelé ». Il n'avait pas compris que c'était la réalité. Et depuis, je demande régulièrement aux jeunes que j'ai à côté de moi qui est Snowden, ils ne le connaissent pas. C'est-à-dire que je rajoute un élément complémentaire à mon état des lieux qui est un petit peu long, mais qui est important, parce qu'après je vais répondre à ta question. Les messages de Snowden n'ont pas été intégrés, n'ont pas été compris, tout simplement. C'est absolument hallucinant. Alors, pour terminer cet état des lieux, je vais rajouter un dernier point, puis après je réponds à ta question. On est absent des grands combats liés à la digitalisation du monde. Premièrement, c'est le cloud, c'est la capacité de stocker les données. Sans stockage des données, on ne peut pas faire de big data et on ne peut pas produire de l'intelligence artificielle, qui est le deuxième grand combat. D'accord ? Troisième élément, l'ordinateur quantique. Et quatrième élément, les terres rares, voilà, la domination, enfin la capacité à extraire et à raffiner des terres rares. 4 grands combats sur lesquels l'Europe est totalement absente. Et je termine cette première partie en disant qu'il me semble, et encore une fois, je ne suis que le passeur d'idées développées par d'autres, qu'on va totalement dans le mur. On va dans un monde où l'Europe ne sera plus une grande puissance, mais sera simplement dominée par 2 entités. La Silicon Valley d'une part, je ne parle même pas des États-Unis, je parle de la Silicon Valley, pour qui la donnée, et notamment la donnée personnelle, est un élément de commerce, tout simplement. Je ne mets aucune connotation ni positive ni négative, c'est simplement un état de fait. La donnée personnelle se fructifie, se vend, et c'est Cambridge Analytica. Se manipule aussi, parce que Cambridge Analytica, vous le savez, c'est quand même l'idée de manipuler les élections de Trump et le Brexit. Bon, ça c'est la vision californienne, caricaturée. Le deuxième grand pôle, c'est la Chine, pour qui la donnée personnelle appartient à l'État. L'État a capacité, a devoir même d'orienter la pensée, les actions, les déplacements de ses citoyens. Et donc on arrive à ce duopôle où en fait l'Europe ne produit absolument rien de normatif et nous allons devoir nous adapter à l'une ou l'autre des solutions. Pour l'instant, on est totalement sous la domination américaine, donc la donnée a une valeur marchande qui est d'ailleurs commercialisée par d'autres. Google fait 90 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Il y a 7 milliards de personnes sur Terre. La moitié sont internautes, 3,5. On va garder 3. Vous faites 90 divisé par 3. Nous rapportons tous individuellement à Google 30 € par an. Commercialisation de la donnée. Donc nous avons ce duopôle avec l'Europe qui se réduit au niveau normatif, intellectuel, comme peau de chagrin. C'est une catastrophe. Les mots me manquent, mais vraiment, les mots me manquent. Et j'ai une forme d'indignation qui, je ne sais pas si elle ressort au travers de mon discours, mais j'ai une forme d'indignation qui est très très forte et qui m'a amené à écrire ce livre, à projeter quelques idées, encore une fois, je ne suis qu'un passeur que j'ai récupéré de plus sachants que moi, et à me poser la question, et c'est la question que tu m'as posée, Anne. Comment ça se fait
que nous sommes dans cette léthargie intellectuelle généralisée qui fait que quand j'interviens à l'IHEDN, Institut d'études de défense nationale, à l'APM, Association pour le progrès du management, 2 endroits où on a un public choisi. Comment ça se fait que quand j'interviens dans des écoles de commerce, de très bon standing, dans des écoles d'ingénieurs, de très bon standing, j'interviens à Centrale Lille, j'interviens à Éthique, Haute École des technologies de l'information et de la communication. Comment ça se fait que j'ai en face de moi des personnes qui ont grosso modo un éventail de réactions qui va de « c'est trop tard », c'est cuit. Et Anne, tu étais avec moi à l'école militaire il y a une semaine et quelqu'un l'a dit. Il a dit voilà, monsieur Bondu, c'est très bien ce que vous dites, mais c'est trop tard, c'est plié. Bon, premier élément. Deuxième élément, on ne peut plus. Pas parce que c'est trop tard, mais parce que de toute façon le public a décidé, le grand public, les 500 millions d'internautes européens, enfin, de citoyens européens, ont décidé de projeter dans le privé ce qui était auparavant la prérogative de l'État. Il y a un mouvement qui fait qu'on n'a plus confiance dans les États et finalement une structure privée qui est plus efficace, qui est plus ceci, qui est plus efficiente, a plus de légitimité quelque part à gérer la santé, le cadastre, etc. Les jeunes me disent Jérôme, ton combat est d'arrière-garde hein, en critiquant les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, hein, ou les NATU, Netflix, Alibaba, Tesla, Uber, ou les BATX, Baidu. Alors Alibaba, je l'ai mis dans les NATU, mais c'est Airbnb bien évidemment. Je vous laisse des pièges hein, pour voir si vous réagissez. BATX, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Les jeunes me disent, mais de toute façon, derrière ces structures, il y a des choses qui sont vachement intéressantes et de toute façon, on a tout intérêt à jouer le jeu parce que ce sont nos emplois de demain. Ils vont nous recruter, on gagne de l'argent, on gagne bien de l'argent, on progresse. Et quelque part, ce combat qui est de dire il faut créer des champions européens, c'est un combat d'arrière-garde. Je peux continuer ce panel de réactions comme cela. J'ai rien à cacher. J'ai rien à cacher, merci Anne, je n'ai rien à cacher, qui est d'une stupidité fondamentale. Quand quelqu'un me dit qu'il n'a rien à cacher, je lui demande, alors quand quelqu'un me fait cette remarque en conférence, je lui demande son nom et son prénom. Et comme généralement j'ai une présentation PowerPoint et que je déroule, j'ai un accès à Internet, je lui demande son nom et son prénom et je commence avec mes techniques avancées de recherche à trouver des choses sur lui. Et rapidement il me dit, non mais c'est bon, vous pouvez arrêter là. D'accord ? Il ne faut pas confondre j'ai rien à cacher avec j'ai tout à montrer, ce qui est totalement différent. Bon, le panel de réaction est totalement anxiogène parce que grosso modo ils disent que la situation dans laquelle nous sommes actuellement n'est plus changeable hein, et que nous allons vers un avenir que j'ai décrit tout à l'heure avec ce duopole. Hein. J'aimerais terminer ma présentation avec du haut de mes 46 ans, avec une sorte de cri d'alarme. Mais comment imaginer que face à Google, qui est né en 98, qui a 20 ans, face à Facebook, qui est né en 2004, on ne puisse plus rien faire. Mais c'est totalement hallucinant. Je suis historien de formation. Je suis beaucoup plus à l'aise avec le code d'Hammurabi qu'avec le code informatique. Je ne suis pas informaticien, même si j'ai appris quelque chose que je me plais à transmettre. J'ai été formé dès le départ à avoir le temps long. Pour moi, l'unité de réflexion, c'était la centaine d'années. Comment imaginer que les dés sont lancés? C'est totalement ahurissant. C'est un monde de dynamisme, de clairvoyance absolument ahurissant. Bien sûr qu'on peut changer les choses. Alors comment? La faute à qui? Parce que c'est pas Mélenchon. Donc, Comment on peut changer les choses? Mais de plein de manières différentes. Au niveau fiscal, déjà, vous savez que les GAFAM nous pillent. Enfin, c'est absolument ahurissant. Au niveau des citoyens, c'est-à-dire qu'on peut expliquer les choses. Quand on apprend qu'en fait, quand on est sur Firefox et quand on utilise, alors Firefox qui est le navigateur, et quand on utilise Quant, on préserve un peu d'anonymat, on ne distribue pas ses données à tout vent. C'est quand même beaucoup mieux qu'utiliser Chrome avec le moteur de recherche Google. Quand on utilise un outil gratuit comme ProtonMail qui a été développé par le CERN, la même structure qui a fait développer le web et le HTML. Avec ProtonMail, on a un chiffrement qui est quand même sérieux, rien n'est craquable. Pardon, rien n'est totalement sécurisé, mais avec ProtonMail, on a quand même du lourd. C'est un outil gratuit, on peut l'utiliser et au moins
votre correspondance ne sera plus lue. Vous savez que quand vous envoyez un mail avec Gmail, Hotmail, Yahoo Mail, c'est scanné. Et on a appris récemment que Google, via les informations collectées sur Gmail, vendait les informations à des tiers. C'est-à-dire que le contenu de vos mails n'était pas simplement utilisé par Google, mais était vendu à des tiers. C'est totalement hallucinant. Facebook, on n'est pas obligé de tout dire. Je me suis tapé les 108 pages du dossier du Canard enchaîné. Je l'ai fini hier. Je pense en savoir pas mal, mais on en apprend tous les jours. Le Canard enchaîné, j'aimerais bien voir leurs sources, mais disent que quand vous avez Facebook sur votre téléphone, eh bien, l'appli est capable de savoir quels sont les écrans qui sont en proximité. Je vous laisse apprécier. J'ai appris aussi que, toujours un ami Facebook, qui est quand même un maître en la matière, a développé un brevet, accrochez-vous bien, a développé un brevet pour que quand vous regardez la télévision, il puisse, au travers d'une publicité, émettre un son inaudible à l'oreille qui active l'enregistrement de votre micro, qui est toujours actif, le micro de votre téléphone, et que les données puissent ainsi être utilisées pour savoir quels commentaires vous faites vis-à-vis des publicités et pouvoir les adapter. Ceci n'est que les 2 derniers éléments que j'ai appris hier. Je vous fais grâce des dizaines de choses totalement ahurissantes. Samsung, dans sa clause de confidentialité, te fait signer un truc reconnaissant que tu acceptes d'être filmé chez toi. Absolument. Vous savez que si vous achetez un écran Samsung, vous avez dans les conditions générales d'utilisation quelque chose qui vous dit « Attention, on vous prévient qu'il ne faut pas échanger de données personnelles devant votre écran parce que nous enregistrons ce que vous dites. » Et tout est à l'avenant. Je peux vous prouver aussi, et encore une fois, Anne m'a interdit d'avoir une projection ou d'utiliser mon ordinateur, ce qui est pour moi extraordinairement difficile. Mais je prouve et je montre que là, actuellement, mon téléphone, qui est un téléphone comme le vôtre, enregistre ce que j'ai dit. Non pas que j'ai activé quoi que ce soit, mais simplement raisonnons un peu. Si la commande vocale « OK Google » entraîne une réponse de Google, sans que autre chose que la commande vocale puisse entraîner, c'est que le micro était actif, c'est que le micro reconnaît ce que je dis. Donc vous avez dans vos téléphones, à tout moment, pas quand il est en veille, mais quand il est activé, je suis en train de réactiver, vous avez un micro qui fonctionne en permanence. Je ne vais pas aller plus loin. J'ai fini avec les 3 éléments que je voulais vous faire parvenir. Premièrement, l'état des lieux est totalement catastrophique. On vit dans un monde où j'ai l'impression que nous avons abdiqué totalement une souveraineté, j'ose lâcher le gros mot, une souveraineté sur nos données. Deuxièmement, il y a toute une série d'éléments qui expliquent notre catatonie émotionnelle. Je pense, et je l'écris dans mon livre, je pense que, vous vous rappelez les autoroutes de l'information? Je reprends la métaphore. Je pense que nous sommes actuellement dans les autoroutes de l'information, sauf qu'on n'avait pas dit que nous serions le lapin au milieu des autoroutes et que le véhicule qui foncerait sur nous plein phare s'appellerait les GAFAM. Pour moi, c'est la situation dans laquelle nous sommes. Donc toute une série d'éléments expliquent notre catatonie émotionnelle, le fait que nous soyons impuissants à réagir, et néanmoins, et je vais finir avec des éléments quand même très positifs, la solution existe, les solutions existent au niveau fiscal, politique, technologique. Villani, c'est une très très bonne nouvelle. On se plaint qu'il n'ait pas les moyens avec ces petits milliards d'euros, c'est quand même déjà très très bien. Il faut jouer européen, on peut gagner. Et un mot qui est très très simple pour finir, j'ai parlé tout à l'heure de Quant. Rêvons qu'un jour, 500 millions d'Européens se disent « Tiens, je vais tester Quant. Je n'ai aucun intérêt à promouvoir Quant. J'ai plusieurs fois tendu la perche pour les rencontrer, les inviter à mon club d'intelligence économique, ils n'ont jamais répondu. D'accord? Donc je ne les connais pas, ils m'ont même dédaigné, et on est filmé, la vidéo sera publique, et ça me fait rire de leur faire ce petit clin d'œil là, taquet de ma part, où ils sont débordés, je les ai contactés il y a 2 ans déjà. Hein, donc je n'ai aucun intérêt à le promouvoir. Néanmoins, et je termine, imaginons que un jour, 500 millions d'Européens se disent tiens, allez, je vais sur Firefox et j'utilise Quant, ou Lilo d'ailleurs. Lilo qui est aussi comme Quant un métamoteur, c'est peut-être pour ça que Quant ne me reçoit pas, parce que je dis que c'est un métamoteur, ils n'aiment pas trop, mais bon. Utilisons un métamoteur qui va taper dans Bing, mais qui peut taper aussi dans
Google ou dans d'autres moteurs de recherche, histoire de brouiller un petit peu les pistes. Eh bien, vous avez tout d'un coup Google, qui est en réalité un colosse au pied d'argile, qui verra ses revenus, 90 milliards de dollars de chiffre d'affaires, je l'ai dit tout à l'heure. 97% de ses revenus proviennent de la pub, et notamment de la pub dans Gmail, enfin dans Google, pardon, Google Search. Eh bien, tout d'un coup, vous avez ces Européens qui dérivent un flux financier, parce que compte, c'est le modèle économique, c'est une régie pub, oui, mais qui respecte nos données personnelles. Vous faites une dérivation comme ça vers d'autres structures et ça peut marcher, c'est extrêmement simple. Je vous ai tout dit, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Je pense que l'intérêt de ma présence ici, c'est plus dans le débat que dans mon monologue, même si ça nous a permis de poser les bases d'une discussion. Même quand on est assez, si je puis dire, rétrograde et défensif contre tout ça, comme moi, on a le sentiment, chaque fois qu'on lit quelque chose sur les prochaines automobiles, les prochaines innovations de l'administration sur Internet, etc., que l'entonnoir nous obligeons à utiliser un certain nombre de techniques est telle qu'on ne va plus pouvoir résister. C'est-à-dire qu'au fait d'être sur un truc complètement connecté au cloud dont on maîtrisera de moins en moins ce qui échappe. Et sous des pressions, y compris de l'État. Mais je prends les deux exemples parce que c'est ceux qui me frappent le plus, État et automobile. Oui, oui. Alors puisque je sens venir le moment où les prochaines automobiles, de toute façon, refuseront de démarrer si je ne suis pas connecté au cloud, qui me reconnaît mais ça, comme le propriétaire légitime. Ça, c'est pour demain. Hein. Nous sommes, nous collectivement, quelles que soient nos différences d'âge, nous sommes la dernière génération qui a connu un monde d'avant Internet. Nos enfants ne connaîtront que le monde Internet, vivront et nageront et pourront se mouvoir dans un monde qui est totalement numérisé. Nous sommes la dernière génération, dans l'histoire du monde ou du temps, si on veut employer des grandes phrases, qui pourra changer les choses. Donc on a une responsabilité fondamentale. Bonjour. Je vous écoutais tout à l'heure Laurent Kivogne, Club des Vigilants. Je vous entendais, il y avait quelque chose qui m'a frappé dans votre discours avec les mots ahurissant, catastrophe, déni. On aurait pu croire que vous parliez d'un autre sujet, qui est le sujet de l'environnement. Et je voulais avoir vos réflexions sur... Il y a un rapport qui vient de sortir par The Shift Project sur le numérique, justement. Et en 3 chiffres, ils disent que, en gros, le numérique aujourd'hui, ça représente 4% des émissions de gaz à effet de serre. Hein, c'est 3 fois la France, quand même. C'est 2 fois le transport aérien. Il y a 10% d'augmentation par an. Et le deuxième chiffre que je peux dire, c'est que en 2025, si on continue à croître comme on le fait aujourd'hui, ce sera plus que l'automobile. Avec le sentiment que ça, enfin, je veux dire, il y a aussi là un coup de frein qui va forcément être donné. Et vous n'en parlez pas du tout. Je suis étonné de ça parce que ça pourrait bien transformer ce monde de tout Internet en autre chose. Excellente remarque, j'en ai pas parlé et c'est pas un oubli. J'ai voulu me concentrer sur ce qui me semblait raccord avec le thème qui m'était proposé par Anne. Vous avez tout à fait raison. Je termine le livre de Guillaume Pietron, La guerre des métaux rares, que je vous recommande et qui explique, mais on le savait avant lui, mais qui explique très très bien en effet le coût énergétique de la révolution numérique. Alors, vous avez cité un chiffre, on peut en citer d'autres. Une centaine de recherches sur Google, c'est 0,03 grammes de CO2. C'est énorme, sachant que nous produisons tout le temps, et sans même nous en rendre compte, des centaines et des centaines et des centaines de recherches sur Google. Un data center de Google, si j'ai bien de mémoire, c'est la consommation énergétique d'une ville comme Orléans. Et on peut multiplier les exemples comme ça. J'ai parlé de Guillaume Pietron il y a quelques instants. Il parle de l'extraction des métaux rares. Savez-vous que pour 1 kilo, alors j'ai oublié le terme, mais ça doit être le germanium ou le prométhéum, ce sont des noms pas possibles. Pour 1 kilo de prométhéum, de mémoire, il faut 30 tonnes. C'est peut-être pas le chiffre exact. Et bien sûr, l'extraction coûte cher en énergie. L'eau dépensée est ahurissante, l'énergie dépensée est ahurissante. Donc vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, j'ai parlé tout à l'heure de souveraineté.
il y a un mouvement qui s'appelle la souveraineté numérique. Pierre Bélanger a écrit un livre en 2014, si j'ai bonne mémoire, éponyme, qui s'appelait La souveraineté numérique. Et il développe cette dimension qui est extrêmement intéressante. Mais je me demande si le terme est bien choisi, le terme souveraineté fait peur, et je me demande si l'expression écologie numérique ne serait pas plus à propos, parce que premièrement, elle ne fait pas peur comme le terme souveraineté, et elle associerait la dimension développement durable, comme vous venez de le rappeler. Oui. Bonjour Jérôme. Jean-François David, Club de Vigilants. Je suis plutôt un optimiste par nature et ça me fait toujours vibrer négativement quand j'entends des discours catastrophistes sur le futur. Si on prend un point de vue plus général, au fond, est-ce qu'il n'y a pas des probabilités quand même que, par exemple, la pub s'écroule, entre guillemets, par usure, enfin la pub par ses moyens s'écroule parce que les gens ne regarderont plus, etc. Si je me projette à quelques années, et que donc les sources de revenus de tous ces mécanismes risquent de se tarir parce que ce genre de pub peut très bien s'épuiser. Au fond, quand il y a une révolution, c'est souvent par les usages que se font les mutations, et finalement l'usage général de tout ça fait que finalement les gens peuvent très bien dire la vie privée, je m'en moque, très bien qu'elle soit transparente, ça gêne pas, la pub m'intéresse pas, de toute façon je la lis plus et elle est totalement inefficace, etc. On peut se projeter dans un monde à plus quelques années où au fond les sources de revenus actuels de tous ces monstres, etc., peut se tarir, et on peut prendre ce point de vue en disant que nos enfants, au fond, peuvent très bien tomber dans ce monde qui s'autorégule par ce biais. Très bien. Alors, catastrophiste, je refuse totalement l'appellation catastrophiste. Au contraire, je suis motivé par le changement, je suis sûr qu'on peut changer les choses. Et si j'ai un discours qui est un petit peu dur, c'est simplement pour réveiller les consciences. Je m'adresse à vous, mais je m'adresse aussi bien évidemment aux internautes qui verront la vidéo, donc au grand public. Premier point. Deuxième point, je ne suis pas sûr qu'il y ait une autorégulation. Je pense même qu'il y aura moins d'autorégulation. La publicité, bien évidemment, c'est un épiphénomène, mais ce qui va se passer demain, c'est ce qu'on appelle la bulle de filtre. C'est un thème qui a été développé par Elie Pariser, qui explique que quand on est dans un monde Google ou Facebook ou Apple, ce qui se passe, c'est que l'outil nous connaît de mieux en mieux. L'outil garde toutes nos interactions numériques. Quand on recherche quelque chose sur Google, Google le garde. Si je regarde une vidéo sur YouTube, Google le sait. Si je me déplace, même quand mon GPS n'est pas activé, Google sait où je vais. Il connaît mon niveau de vie parce que selon que j'aille chez la serre ou dans un McDo, ça indique des choses qui sont quand même parlantes, etc. Et Google ou Apple ou Facebook ou les autres ou Amazon vont m'envoyer des informations qui sont cohérentes par rapport à ce que je suis. L'idée n'est pas de me heurter avec une publicité qui est décalée par rapport à ce que je suis et que je ne vais pas prendre compte. L'idée, c'est de me faire vivre dans un environnement qui me convient, qui est parfaitement indolore, qui est inodore, dans lequel je me retrouve. Et la publicité, bien évidemment, c'est un modèle économique qui est éculé, qui continue à marcher maintenant, mais qui va être remplacé par autre chose. Y a-t-il autorégulation? Je ne sais pas. Parce qu'il faudrait que nous puissions sortir, nous extraire de la situation dans laquelle on baigne, qui est confortable. Attention, c'est ce que je dis aussi dans mon livre. J'incrimine les GAFAM, mais en fait, j'incrimine réellement le grand public qui n'a pas compris les enjeux. Les GAFAM n'ont fait que proposer des outils super géniaux. Et je suis moi-même l'utilisateur de Facebook, Twitter, LinkedIn, Amazon, Microsoft et tout le bordel. D'accord? Donc j'utilise, les outils sont bien, simplement il y a des effets pervers qu'on ne maîtrise pas. C'est la pub aujourd'hui et c'est la bulle de filtre demain, qui fait que je ne suis pas sûr que nous puissions reprendre le cours de notre destin numérique. Je cite Bernard Bélanger dans cette dernière phrase. Je ne suis pas sûr que nous puissions reprendre le cours de notre destin numérique, à moins d'un sursaut. Oui, alors moi je voudrais reprendre par rapport à ce qui a été dit notamment sur l'effet d'entonnoir, c'est-à-dire qu'à titre individuel, j'entends qu'on peut utiliser un certain nombre d'outils pour se protéger, mais déjà ces outils ils peuvent de plus en plus disparaître. La concurrence autour de ça par la non-utilisation, notamment Skype. Moi, je n'ai pas d'équivalent à Skype. Et aussi, pour moi, pour sortir de ça, il faut un collectif. Il faut un collectif qui sache se mobiliser. Et aujourd'hui, je vois
pas la possibilité de mobiliser des gens de façon structurée dans le temps pour ce genre de sujet. Jean-François Soupizet, donc membre du club. Nous avons fait une réflexion avec Futurible sur les impacts de l'intelligence artificielle en particulier, mais je voudrais reprendre ce qui vient d'être dit avec ces deux dimensions, la dimension collective et la dimension individuelle. Le diagnostic que nous faisons, qui est tout à fait cohérent avec ce que vous nous avez présenté, c'est quand même que nous arrivons à un moment où il va falloir accepter d'entrer dans une certaine maturité en matière de numérique. Et la multitude des analyses alarmistes ou en tous les cas de constats assez précis nous va dans ce sens-là. La question, le premier point, c'est que presque toutes ces analyses viennent soit d'économistes, soit de philosophes, soit de sociologues, et on a très peu d'analyses critiques qui viennent du milieu même de la technologie. C'est le premier point. Ensuite, sur ce qui est collectif, on voit bien une tentative de reprise en main de la part des États sur la donnée, sur la protection de la donnée, sur l'aspect fiscal, etc. Et on doit quand même se poser une vraie question compte tenu des évolutions. Est-ce que nous devons avoir confiance dans ces géants du numérique qui nous guident vers une dictature soft, si je peux m'exprimer ainsi, ou faire confiance à des États qui pourraient être tentés d'utiliser les informations, les gouvernements, pas les États, pour se maintenir au pouvoir. Et le deuxième point, qui est cette fois un point beaucoup plus personnel, c'est est-ce qu'effectivement il y a une maturité qui commence à émerger dans les utilisations. Bon, alors beaucoup de choses dans ces deux questions. Je vais essayer d'y répondre de la manière la plus ramassée possible. Ne doit-on pas avoir confiance, je ne prends pas les éléments dans l'ordre, ne doit-on pas avoir confiance plus dans ces entreprises que dans les États? On vote quand même pour un gouvernement, c'est-à-dire qu'on n'a aucune prise sur les entreprises privées qui sont des véritables boîtes noires. D'accord, on n'a aucune prise. Et ça, c'est la grande différence. C'est pour ça que même si, bien évidemment, les États ont eu des errements catastrophiques, on est bien d'accord, on a quand même une prise qui est intéressante. Sur le collectif, bonne remarque, je ne sais pas, je ne vois pas de collectif en effet émerger. On aurait pu croire que Snowden, dont j'ai parlé tout à l'heure, allait produire un cataclysme. Non, on est en 2018, ces révélations c'est 2013, il n'y a pas beaucoup, même quand on n'est pas fort en maths, on se rend compte que ce n'est pas beaucoup d'années. Les gens l'ont quasiment oublié, en tout cas les plus jeunes générations ne le connaissent pas. Si Snowden n'a pas eu d'effet sur le collectif, mais qu'est-ce qui aura un effet sur le collectif? Je ne sais pas. Voilà. On sait très bien, par exemple, je tape fort sur Google, tout simplement parce qu'il est en position monopolistique. Donc, mais on peut dire la même chose sur Apple, Facebook, Microsoft, etc. Google, Google a menti effrontément sur certains éléments. Vous utilisez tous Google Maps. Comment a été fait Google Maps? Google a fait circuler des Google Cars. Très bien. Dedans, dans leur voiture, il y avait un mouchard qui détectait les ondes électromagnétiques et notamment les Wi-Fi. Et ce que votre Wi-Fi produisait au moment où la voiture passait était capté, ainsi que votre mot de passe. C'est proprement hallucinant. Comment faire confiance à des structures privées qui se comportent de la sorte? Pour la petite histoire, la CNIL a détecté le machin, elle a condamné Google à 150 000 € d'amende, ce qui correspond à 0,003% de son chiffre d'affaires, soit 2 minutes d'activité. Voilà, et d'ailleurs c'est pour ça qu'avec le RGPD, ils ont changé un petit peu la manière de faire, et maintenant c'est un pourcentage du chiffre d'affaires qui est utilisé. Amende, première amende 2,42 milliards d'euros, deuxième amende 4,34, si j'ai bonne mémoire, milliards d'euros. La première, toujours pas payée, sont en appel, bien sûr. La première pour abus de position dominante la deuxième abus de position dominante avec Android, et la première parce qu'ils ont totalement massacré les comparateurs de prix. Voilà. Pascal Perry, Google, un ami qui ne vous voue pas que du bien, en parle très très bien. Bonjour à tous. Fabrice Bonneau, je suis président de l'Alliance Big Data en France et puis quelques autres casquettes. En fait, Jérôme, j'avais une question et puis une remarque. C'est
finalement, on voit bien que l'effet Snowden n'a pas d'impact. On voit bien qu'en quelques années, Google a effectivement envahi complètement en fait, les territoires, on va dire, même globalement, parce qu'on voit ce qui se passe en Afrique, c'est pareil. Ils versent 500 francs à chaque étudiant dans les universités qui parlera de Google, etc. Enfin, c'est vraiment une machine de guerre, en fait. Et finalement, si c'est une machine de guerre, moi, je me pose la question, est-ce qu'il faut s'arrêter à se dire, finalement, c'est une invasion digitale, ou est-ce qu'il ne faut pas pousser un peu plus loin, en fait, et se dire que ces outils digitaux, ils sont au service, finalement, plutôt d'une guerre économique qui impose une vision du monde, en fait, une vision d'un monde marchand, individualiste, etc. Et donc, quelque part, une forme de dogme, en fait, qui est porté par tout un écosystème digital. Quand on voit les GAFA aujourd'hui, Amazon, c'est quand même des boîtes qui perdent de l'argent pendant des années. Amazon, c'est 18 ans. Moi, j'ai mis en place le panel livre en France. Je veux dire, j'étais stupéfait de voir comment Amazon détruisait les libraires. Alors, pas en France, hein, on a réussi à résister un peu, mais aux États-Unis, puis ensuite créer des magasins, etc. Je vais abonder dans ton sens. Finalement, voilà. Donc, je voulais juste finir avec ça, c'est que finalement, la question, cette question, c'est une espèce de guerre économique, finalement, avec des GAFA qui font du dumping. Uber perd tout ce qu'il peut comme argent en France. Regarde, je vais abonder dans ton sens. On pense que Google, c'est la loi du marché. C'est pas du tout la loi du marché. Google, quand il a créé son produit, le marché n'existait pas. En fait, j'ai un ami qui me dit Google a été créé dans un garage, et le garage était sur un porte-avions américain. Vous apprécierez l'image. Bon. Google a récupéré 50 ans, c'est pas moi qui le dis, c'est Bernard Stiegler. Google a récupéré 50 ans de recherche faite par l'armée américaine. Il a récupéré, il a utilisé. Bon. Alors, comme tu y vas, mon ami, guerre économique, et avec ça, je suis anxiogène. Bon. Il y a deux visions. Il y a deux visions. La vision qui consiste à dire non, on n'est pas en guerre économique, simplement ils ont été plus forts, plus rapides, meilleurs, ils ont tiré les premiers, c'est bien, c'est chouette. C'était fair play. Et on s'est simplement laissé battre, c'est pas la première fois dans l'histoire du monde que la France ou l'Europe se fait battre, d'accord. Et il y a une autre vision qui consiste à dire non, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Il y a une volonté qui est forte, qui est profonde. Bernard Stiegler, dont je viens de mentionner le nom il y a quelques instants, alors Bernard Stiegler, c'est pas rigolo, hein. C'est quelqu'un qui a braqué une banque quand il était jeune, il a fini patron de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. C'est un philosophe, quelqu'un d'extrêmement intéressant. Je vous recommande son interview sur Thinkerview. Bernard Stiegler, il dit, bon, arrêtons d'être naïfs, ça a commencé en 1917 avec Édouard Bernays. Édouard Bernays, le neveu de Sigmund Freud, qui avait lu Gustave Le Bon, auteur français qui a écrit en 1898 La psychologie des foules, livre que j'ai lu récemment. Avec Bernays se met en place une vision du monde qui consiste à dire que tout est influence. Si tout est influence, et sachant qu'on peut influencer les personnes, mais aussi les foules, ça c'est l'apport de Gustave Le Bon, eh bien il faut y aller franco. Donc on va mettre en place des éléments qui nous permettent de orienter les choses et par exemple de faire en sorte que les États-Unis, le peuple américain qui était contre l'intervention durant la Première Guerre mondiale, on va faire en sorte qu'on y aille finalement et on va manipuler l'opinion publique américaine pour aller vers la guerre. Et ça, c'est la commission Creel, c'est R-E-E-L, dont faisait partie Édouard Bernays. Et par la suite, il a mis en place toute une série de choses qui visaient à influencer le grand public. Si les femmes fument, c'est grâce à lui. Si nos amis anglo-saxons mangent des œufs au bacon, c'est grâce à lui. Si on considère que du fluor dans du dentifrice c'est bien, c'est grâce à lui. À chaque fois, c'était des commandes d'entreprises privées et c'était des véritables opérations de communication publique pour faire en sorte de changer l'orientation. Et je finis mon déroulé et par la suite, on a eu de crans suivants avec la destitution de chefs d'État. Un dénommé Guzman, si j'ai bonne mémoire, il était président du Guatemala. Simplement, cette personne-là, dans les années 40, il a dit « On a des terres qui appartiennent à l'American Fruit Corporation. Ces terres ne sont pas utilisées. Je vais les racheter à cette entreprise américaine pour pouvoir la cultiver et faire en sorte que nos paysans bouffent. »
Et ça ne s'est pas passé comme ça, puisqu'en fait, l'entreprise, la corporation a fait appel à Édouard Bernays, qui a mené une véritable campagne de relations publiques disant que c'était un affreux communiste. Résultat, il a été destitué par son propre peuple. Bon. Je peux vous parler aussi de la guerre du Golfe 90-91, où en fait on a une véritable manipulation de l'opinion publique américaine, notamment avec l'affaire des couveuses. On a parlé de Snowden tout à l'heure. Les conclusions de Snowden n'ont pas été prises en compte. Les conclusions de cette manipulation de l'affaire des couveuses, que je ne vais pas développer ici, n'ont pas été prises en compte. Et donc, il y en a qui disent, et c'est notamment quelqu'un qui a été président du club, puisque Bernard Essambert a écrit un livre en 1991 qui s'intitule « La guerre économique mondiale ». Bernard Essambert, en 1991, a dit « Oui, nous sommes en guerre économique ». Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'appelle Christian Arbulot qui a créé l'école de guerre économique, qui est porteur de ce courant de pensée. Alors, entre le monde des bisounours et le monde de la guerre économique, où placer le curseur? Je vais vous laisser faire cette petite opération intellectuelle. J'avoue que plus ça va, plus je pense vers la droite. Tu veux faire la guerre, c'est ça? Non, la guerre économique nous est imposée. Voilà, c'est pas que nous voulions la faire, c'est que d'autres la font. Et non, ce qui est intéressant, c'est que dans tous les exemples donnés, pour moi, ce qui est intéressant, les exemples donnés sont tous négatifs. Hein. C'est-à-dire que la manipulation, elle est toujours dans le mauvais sens. Hein. On est d'accord, hein. Moi, je voudrais un moyen de faire voter tous les gens aux européennes, par exemple. Hein. Mais personne s'y colle. Hein. C'est bizarre. Hein. Mais Anne, c'est une très bonne remarque. Les exemples sont toujours négatifs. Je n'ai pas d'exemple positif de manipulation. J'ai une question un peu similaire qui est, mais quels moyens utiliser pour changer la vie? J'ai des enfants qui sont grands, à qui je tiens le même discours que vous, et qui me répondent, oui, mais Google nous offre des services extraordinaires, Amazon nous offre des services extraordinaires, pourquoi changer? J'ai des clients qui sont de la génération des milléniums, etc., qui n'ont pas la conscience que vous avez. Donc la question que je me pose, moi, c'est quels moyens qu'eux utilisent, quels moyens utiliser pour changer leur avis à eux, et on ferait un effet de masse, tous ensemble, pour qu'il y ait un chiffre dans leur tête au niveau de la prise de conscience. Parce que ce n'est pas eux qui vont lire les livres que vous faites, ce n'est pas eux qui vont aller dans les conférences où nous sommes, et c'est pourtant par eux que commence le changement de comportement. Donc la question que je me pose depuis des mois et et j'aimerais avoir votre avis, c'est quels moyens utiliser, qui sont ceux qu'ils ont pour qu'ils évoluent dans leur prise de conscience. Alors vous imaginez bien que j'ai été confronté à cette problématique. J'ai un chapitre entier sur quelles sont les réactions des personnes à qui on tient ce type de discours. Hein. Et j'ai un deuxième chapitre, ce n'est pas des chapitres, c'est des parties, enfin c'est une vingtaine de pages. Et j'ai une deuxième partie qui consiste à donner des clés. Alors la clé est la suivante. Les jeunes détestent être manipulés, se sentir manipulés. Or, en leur montrant à quel point ils sont manipulés, là, il y a une prise de conscience. Par exemple, je montre, quand je fais des conférences sur le sujet, je montre comment on récupère les données de Google. Ces données, captées par Google. Vous allez sur Google Take Out. Vous récupérez un tombereau de données. Dedans, vous avez un fichier qui s'appelle historique de localisation. C'est un fichier TXT. Je l'ouvre. Attendez, mais je le montre et je montre qu'il y a des millions de lignes. Il y a latitude, longitude, donc le lieu, il y a le moment où ils étaient et leur vitesse, c'est-à-dire en voiture, en vélo, à pied. Et quand on montre ça à des jeunes, ils deviennent blancs et ils comprennent. Les personnes à qui j'ai montré ça, à qui j'ai montré l'enregistrement automatique, à qui j'ai montré aussi que Facebook, avec ses 100 000 critères d'analyse de la personnalité, peut déterminer la religion, la préférence sexuelle, le niveau de vie, l'activité sportive, les choix en matière de vestimentaire. Facebook le peut. Et j'avoue que quand je déroule tous ces exemples, j'arrive quand même à la fin à avoir un visage très blanc et une bouche pâteuse chez mes interlocuteurs. Les jeunes ne fonctionnent plus avec l'interaction one-to-one d'une personne d'une autre génération qui va me passer des messages. Les jeunes, ils communiquent avec des vidéos sur YouTube, ils communiquent avec des communautés de pratiques sur Internet, et c'est comme ça qu'il faut les prendre. Et à ce jour, je n'ai pas trouvé le mouvement d'influence, le mouvement, appelez-le comme vous le voulez, qui passe les messages permettant à ces jeunes la prise de conscience de masse et surtout l'adoption de nouveaux comportements pour que
pour que le mouvement se fasse à cette base-là. Très bien. Ça rejoint la question de madame sur les communautés. Je n'ai pas de solution à ce niveau-là. Pour l'instant, le one-to-one, l'ancien monde, comme vous dites, fonctionne, mais d'autres solutions restent à trouver. Si je les avais trouvées, j'aurais essayé de les mettre en pratique. Mais vous avez raison, il faut absolument qu'on ait différents outils, et avec des outils qui soient parfaitement adaptés à leur mode à leur psychologie et à leur mode de communication. Ça reste à trouver. Bonjour. Jérôme. Oui, bonjour, Jérôme Caz. Je voudrais suggérer une piste, moi qui me motive profondément. Je suis très fier qu'en Europe, on ait produit le premier règlement européen à vocation mondiale de protection des données personnelles, le RGPD. Et je voudrais faire 1 minute 30 secondes de pub pour un type extraordinaire, c'est-à-dire un jeune étudiant autrichien qui, en montant sur la table, a réussi à faire caler la Commission européenne, qui elle-même a fait caler les États-Unis. On peut le citer sur les, oui, Max Schrems, qui a réussi à faire caler les GAFA sur les échanges de données personnelles entre l'Europe et les États-Unis. Un étudiant tout seul qui a gagné au tribunal, et tous les accords sont tombés du jour au lendemain. Aujourd'hui, il vient de créer... Safe Harbor qui est tombé. Je signale qu'il vient de créer, il y a 6 mois, une association qui s'appelle NOYB, Not of Your Business, et qui a déjà embauché quelques juristes, c'est encore très modeste, pour porter plainte contre les GAFA dans le cadre du RGPD. Parce que le RGPD, c'est un cadre général. Ce cadre ne sera utile que si on porte plainte. Parce qu'en fait, ils ne respectent pas tous ces GAFA. Ils ont fait le minimum syndical. Ils ne respectent pas concrètement la protection des données. Nous sommes encore dans un état de droit. J'espère qu'on abandonnera les discours de guerre, parce que c'est quand même le dernier ressort, qu'on n'est pas condamné à choisir entre le marché et en gros l'État chinois, et entre les deux, il y a l'état de droit. Et l'état de droit, c'est des citoyens qui, aidés par des associations qui prennent le problème juridiquement par le bon bout, font canner tous les Goliaths GAFA de la Terre. Tout à fait d'accord. Alors le Safe Harbor a été détruit notamment par l'action de ce jeune étudiant en droit autrichien, Max Schrems. À la place a été mis en place le Privacy Shield, et par la suite est venu le RGPD. Le RGPD, je suis assez mesuré. Alors globalement, c'est très très bien. Ça nous permet de dire à une structure à qui on a donné ces données, je veux les récupérer, je veux que tu les détruises. Très bien. Par contre, qui ici, ayant précédemment un compte sur LinkedIn, Facebook, Amazon ou Microsoft, tout ce que vous voulez, qui ici, suite au RGPD, a détruit son compte? Qui ici, alors que le pop-up est arrivé, conformément au RGPD, nous vous demandons d'accepter blablabla, qui a signé, qui a dit non, finalement non, j'arrête. 2 mains se sont levées sur une trentaine. Parmi les jeunes, personne n'a détruit ses comptes. Et en fait, pourquoi ça peut être une fausse bonne idée? Parce qu'en fait, de ce fait-là, du fait qu'on ait accepté suite au RGPD l'utilisation de nos données, on a donné quelque part une valeur juridique au fait qu'ils les récupèrent et qu'ils utilisent. Donc je suis assez mesuré sur le RGPD, je me demande si au final ça ne va pas nous retomber sur la figure. Ça, c'est un discours catastrophique, je m'excuse. Ah c'est un peu mon rôle ici. Hein. Et en gros, si on a l'approche défaitiste que tu dénonçais, qui est de dire ce truc vient d'être créé il y a 6 mois, mais c'est déjà foutu, elles ont gagné. Alors qu'en fait, elles sont hyper vulnérables. Parce que si demain elles sont condamnées, elles sont obligées de changer toute leur structure informatique. Et c'est tout leur business model qui peut être mis en cause. Alors, encore une fois, je force peut-être le trait, mais l'idée, c'est de m'adresser à vous et aux internautes en présentant un état des lieux, une situation qui est critique et une envie de changer. Je suis bien persuadé que l'Europe va se redresser, va mettre en place ce qu'il faut au niveau fiscal, au niveau juridique, au niveau technologique, au niveau R&D, à tous les niveaux pour que ça change. Et j'ai une véritable confiance. Donc le discours catastrophiste, c'est marrant, mais c'est peut-être ce qui émane de mon discours, mais ce n'est pas ce que je ressens au fond de moi. Je pense que nous allons changer et je pense que ça va marcher. Nous ne pouvons être, je crois majoritairement, que d'accord avec votre inquiétude d'une part et avec votre appel au changement. En d'autres termes, comme toujours dans toutes les bonnes sociétés, on est d'accord sur le quoi, mais c'est le comment qui pose problème. C'est comment y arriver, c'est la méthode. Et c'est là où j'ai vraiment une inquiétude parce que historiquement, quand on veut faire évoluer les mentalités ou les comportements dans les sociétés,
il y a deux méthodes. Il y a la pédagogie de la peur ou la pédagogie de l'espoir. J'ai un peu peur que vous n'utilisiez que la pédagogie de la peur qui, historiquement, a toujours échoué. Alors, quelles sont les espérances que vous nous donnez? Sinon, à nous faire peur, vous ne mobiliserez jamais personne. Ah, ça, c'est une excellente remarque. Et d'ailleurs, figurez-vous que sur Thinkerview, alors je reprends cet exemple parce qu'en ce moment, je suis en train de regarder toutes les vidéos, il y a énormément de personnes qui sont interviewées sur le thème de l'écologie et sur ce qu'on appelle la collapsologie. Collapsologie, c'est grosso modo 2100, on crève tous. Et tout depuis le Club de Rome et le rapport Meadows, dans les années 70, je crois que c'est en 71, 72, année de ma naissance, on sait grosso modo que ça ne va pas, quoi. Tous les indicateurs le montrent, et quels que soient les leviers qu'on utilise, c'est-à-dire baisse de la population, énergie alternative, ça ne marche pas. Bon, et l'intervieweur dit à ses interlocuteurs, mais vous faites peur, et comme vous faites peur, ça ne marchera pas. Et je me retrouve exactement dans la même position. C'est-à-dire que je fais peur et on me dit que ça ne marchera pas. Et bien, quelque part, je laisse à d'autres qui sont porteurs d'espoir un langage complémentaire, et je pense que de toute façon, il y a suffisamment de personnes qui sont convaincues du sujet pour aller dans le même sens. Mais moi, j'avoue que je suis plus à l'aise dans le fait de dire attention, là ça ne va pas, là ça ne va pas, là ça ne va pas, et si on ne réagit pas, rien de bon en sortira. Donc après, c'est une question de positionnement. Je me sens à l'aise dans le discours. C'est aussi peut-être parce que les solutions positives, je n'y crois pas pour l'instant, je ne les sens pas. Vous voyez? Donc, du jour où je les verrai, je les sentirai, j'en aurai fait l'expérience, peut-être que je modifierai ma manière de faire. Hein. Bonjour, Guillaume Ancel. Je suis surpris par tes propos, parce que je pensais qu'aujourd'hui, on parlerait plutôt des comportements. Moi, ce qui me frappe avec les systèmes d'information, c'est que c'est la première fois que les hommes et les femmes inventent un système qui modifie profondément nos comportements, y compris le fonctionnement de notre cerveau. Et en fait, là, on est en train de parler de Google ou de Facebook, mais je suis désolé, le jour où on les aura fait disparaître, ils seront remplacés immédiatement par autre chose. Pour moi, c'est un faux combat. Je préférerais qu'on réfléchisse 3 secondes à pourquoi pendant 1 heure on a parlé de maîtriser Internet alors que dès qu'on va sortir de là et qu'on va s'installer dans le métro, on va tous sortir nos téléphones pour regarder ce qu'on a loupé pendant 7h30. Les messages qui nous manquent, l'information qu'on n'aurait pas eue, les trucs auxquels il faut qu'on pense, enfin tous les outils qu'on a développés sur ces systèmes et qui aujourd'hui deviennent indispensables dans notre quotidien. Voilà. Pourquoi ? Ça, je ne sais pas le comprendre. Je vais dire, franchement, Google, je m'en fous. Par contre, comprendre pourquoi on est devenu totalement dépendant de ces outils et qu'est-ce que ces outils changent dans notre vie au quotidien m'intéresserait nettement plus parce que je pense que la question pour notre société est plutôt là, dans la manière dont on change avec ces outils que nous avons nous-mêmes inventés. Oui, très bonne remarque. Alors je l'ai dit tout à l'heure, je tape sur Google, c'est un petit peu l'épouvantail, c'est simplement parce qu'il est en situation monopolistique. Mais tout à fait d'accord pour dire que s'il disparaît demain, il sera remplacé par quelque chose d'autre. Qu'est-ce qui fait c'est une question terriblement profonde, à laquelle bien sûr je ne peux que donner des bribes de connaissances. Gérald de Bronner et les sociologues que j'ai lus, Stanley Milgram notamment, expliquent que nous avons un comportement moutonnier. Vous connaissez tous l'expérience de Milgram qui fait que 66% de la population voit à la chaise électrique quelqu'un qu'il ne connaît pas dans le cadre d'une expérience sur la mémoire. C'est la soumission à l'autorité. Je me demande si parmi les ingrédients qui nous ont fait nous projeter dans ce monde-là, on n'a pas une espèce de soumission à l'autorité. À force de nous dire qu'on vit quelque chose qui est magique, que les outils sont super, que l'instantanéité est excellente, que la capacité à avoir un fil Twitter, Facebook et LinkedIn qui nous informe, alors qu'en réalité ça ne nous informe pas. Le fait que ça nous soit répété à l'envi, un peu comme une publicité, ne nous est pas modelé. Hein, en sociologie on parle de modelage. Et je me demande si la solution n'est pas à trouver dans ce cadre-là. Autre chose, autre élément de réponse très rapide parce qu'il y a d'autres questions. Le pouvoir normatif de ces outils est extrême. J'ai compris comment fonctionnait la télévision à partir du moment où j'ai vu une vidéo de Michel Desmurger, mais ça s'écrit D-E-S, Desmurger, qui explique pourquoi il y a autant de violence à la télévision.
Et vous allez voir que ça répond au sujet. Pourquoi il y a autant de violence? C'est très simple. Alors vous avez tous en tête Patrick Lelay qui dit « Mon métier, patron de TF1, mon métier c'est de vendre du temps de cerveau disponible à mes annonceurs ». Mais comment il fait pour vendre bien du temps de cerveau disponible? Ben, c'est très simple. Il faut capter l'attention de l'auditoire. Et comment on fait pour capter l'attention? Eh bien, on met le téléspectateur en position de vigilance. Comment on fait? On lui fait peur. Et la peur, regardez quelque chose de violent, c'est simplement pour qu'on soit en état de vigilance, donc en état d'éveil intellectuel, qu'on veuille aller jusqu'à la fin du programme et qu'on soit plus perméable à la pub. Et avec Internet, on a un équivalent pervers qui est que Internet, et notamment les médias sociaux, ne projettent pas de la peur, ils projettent de la colère. Et la mécanique est la suivante. Qu'est-ce qui va nous faire interagir? C'est pas qu'on soit content, c'est qu'on soit en colère. Et c'est pour ça que si vous regardez bien vos fils d'actualité, vous avez une surpondération d'éléments qui vous mettent en colère. Parce qu'il y a un fait divers qui n'est pas drôle, parce que au niveau fiscal ça ne va pas, parce qu'au niveau politique ça ne va pas, parce que ceci, parce que cela. Et je pense que la réponse à votre question est à trouver dans ces mécaniques qui nous dépassent et qui ont été mis en place avec la révolution qu'on connaît, qui a plein d'éléments positifs, mais dont il faut connaître les éléments négatifs. Henri Pomeran, ma question est la suivante. Vous nous avez fait part de vos réponses que vous adressez aux jeunes lors de vos conférences. Madame a soulevé le problème de la réaction des jeunes qui l'entourent et de leur éducation. Nous sommes dans une mutation absolument phénoménale. Ne pensez-vous pas que le premier effort devrait passer par l'éducation nationale et non pas attendre que les jeunes aient 12, 13, 14 ans pour déjà les informer et les avertir sur les risques, sur les avantages et sur les inconvénients. Je crois qu'il y a un très gros effort à fournir par l'éducation nationale au plus jeune âge. Oui, alors je suis tellement d'accord avec vous que j'ai créé un petit résumé de mon livre qui fait 5 pages et qui est à destination des collégiens et des lycéens. Néanmoins, il y a une phrase qui dit qu'on ne lutte pas contre un réseau par de la centralité. On lutte contre un réseau par le réseau. Et je pense que même si la piste éducation nationale est intéressante et il faut l'utiliser, je pense qu'il faut absolument utiliser toute une série d'autres éléments, voilà, de type résilient et de type décentralisé en réalité. Donc centralité, oui, on a un outil, on l'utilise, mais décentralisation et distribution aussi. Et à côté de ça, bien sûr, Microsoft est dans les écoles et donc quelque part, il est aussi à la défense. Hein. Vous savez que la défense, notre défense, paye 120 millions d'euros par an à Microsoft pour fournir en Microsoft Office les collaborateurs. Sans compter qu'ils ont aussi acquis, enfin c'est la DGSI je crois, qui a acquis, ou DGSE j'ai un doute, qui a acquis Palantir, qui a été financé à ses débuts par la CIA. Voilà, ça fait partie des éléments qui donnent envie de se... Par rapport à la question que monsieur avait posée, moi j'ai éventuellement une piste d'explication qui m'est tout à fait personnelle. Alors je ne suis pas informaticienne, ni rien du tout. J'ai essayé, moi, d'avoir un comportement individuel en me disant, moi, ces trucs-là, y compris Facebook, je ne veux pas y aller, je ne veux pas avoir ces trucs-là. Et à titre individuel, à chaque fois, c'est les comportements collectifs autour, où en fait, finalement, et à titre professionnel, ça joue aussi. C'est-à-dire, par exemple, si vous ne voulez pas être sur Google, les agendas, Google Agenda, l'agenda de Google, ou n'importe quel système électronique qui permet d'avoir un agenda. Vous avez une entreprise, vous travaillez avec une entreprise, ils vous envoient les invitations en permanence. Et vous devez envoyer une invitation en permanence. Donc, je prends cet exemple-là. Si vous voulez aussi rester sur un ordinateur plutôt qu'une appli, je suis partie du principe que les applis fliquaient plus que si sur un ordinateur où on a plus de moyens. Je ne sais pas si c'est juste. Mais en tous les cas, de plus en plus, vous êtes obligé de passer soit par Apple Store, soit par Google Store pour télécharger des applis. Vous ne pouvez plus aller sur le site. Donc, de plus en plus, vous avez des outils qui s'imposent aux individus par le collectif. Et ça, c'est ça qui nous oblige à changer de comportement. Oui, tout à fait d'accord. On peut pas comment dire, parce qu'on avance dans le temps, on ne peut pas conclure cette conférence sans parler de Framasoft et des logiciels libres. Oui, absolument, ils apportent des solutions alternatives extrêmement intéressantes. Mais il faut les connaître, absolument. J'ai cité beaucoup de livres, je peux citer aussi Tristan Nitto. Tristan Nitto qui a écrit un très très beau livre sur la surveillance Internet et qui offre des solutions
des pistes de solutions au niveau technique en tout cas. Philippe. Moi, je suis un peu à contre-courant, c'est pas une nouveauté. Moi, je suis très optimiste sur tout ça, très optimiste. Je dirais aujourd'hui, plus que jamais, les gens n'ont jamais été aussi libres, les gens n'ont jamais eu autant de possibilités d'avoir du libre arbitre et d'exprimer leur opinion. C'est formidable, c'est un progrès extraordinaire. Moi, j'ai créé des sites internet. Qu'est-ce que je constate? C'est que les gens peuvent dire n'importe quoi, y compris les pires âneries. Quand on les laisse les gens s'exprimer, on les laisse s'exprimer. Il y a 90% de remarques imbéciles et 10% de remarques intelligentes. Mais ce qui est très fort, c'est que tout le monde peut s'exprimer. Oui, alors, encore une fois, je vois que j'ai beaucoup de questions sur le côté anxiogène de mon discours. Je pense qu'on est à la croisée des chemins. Je pense qu'on bénéficie encore de l'ancienne civilisation, à l'heure actuelle, hein, et des effets positifs de la révolution numérique. Je pense que nous sommes la civilisation, ou le court espace-temps, où on a encore tous les éléments positifs des États, de la liberté d'expression, de ceci et de cela, avec le côté hyper jouissif du numérique. Interactivité, capacité à se connecter avec n'importe qui, pas de problème. Mais quand je parle, je ne m'adresse pas à nous, je m'adresse à vos arrière-petits-enfants, qui vont vivre dans un monde qui est soit totalement, comment dire, Silicon Valley, soit avec la vision Pékin. Vous connaissez tous, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais vous connaissez tous le système de crédit social, hein, qui fait qu'en Chine, il y a le chiffre exact, je ne sais plus, mais je crois 240 millions de caméras, dont 70 millions de caméras qui sont à reconnaissance faciale. Quelqu'un qui traverse la rue en dehors des clous, son visage s'affiche sur un écran à proximité pour lui dire « vous faites mal ». Si vous allez voir vos vieux parents, c'est bien. Si vous courez dans la rue, ça n'est pas bien. Si vous ne remboursez pas un prêt, ça n'est pas bien. Et en fonction de la note qui vous est attribuée, eh bien c'est très simple. Soit vous avez des facilités, soit vous ne voyagez plus en dehors des frontières, vous ne pouvez plus prendre de train à grande vitesse, vous n'avez plus de crédit, etc., etc. Et donc moi, quand je m'exprime, ce n'est pas du tout pour le temps béni actuel où on gagne sur les deux tableaux. C'est pour nos arrière-petits-enfants qui n'auront pas notre recul critique, qui vont vivre dans un bain que nous aurons choisi ou que nous aurons laissé faire. Et c'est ça mon propos. Il faut absolument se projeter et voir dans une cinquantaine d'années, au-delà des aspects climatiques et qui sont extrêmement intéressants, quelle peut être la situation. Si on tire les traits de ce qui se passe actuellement, je suis désolé, mais ça n'est pas joie, ça. Vraiment. Oui, je voulais juste peut-être apporter une remarque concernant justement les jeunes générations. Nous, en fait, on mène des grandes démarches. On en a une d'ailleurs ce week-end à la Fondation EDF avec un mouvement qui s'appelle Womixity. Des grandes démarches en fait autour de l'intelligence collective et de l'innovation ouverte. Et je pense que, en fait, ça rejoint un petit peu aussi ce qui était dit, c'est que par le collectif et les communautés, et pour cela, en fait, il faut créer des expériences. Donc, en fait, c'est ce qu'on fait. On rassemble là une centaine de personnes et tout public, privé, tout secteur confondu, etc. Et on fait vivre des expériences en fait collectives aux gens. Je pense que ça, c'est quand on vit une expérience. En fait, nécessairement, on s'approprie en fait ce qui se passe et on est en capacité ensuite de pouvoir prendre des positions plutôt que effectivement dire attention, faites pas ci, faites pas ça ou je sais pas quoi. Donc ça c'est une chose. Et j'avais une deuxième remarque, c'est que j'ai croisé l'autre jour dans un article en fait un livre qui va sortir de Alain Damasio qui est lutter contre la dévitalisation. Et je pense que ça va justement dans le sens de cette qui raconte, enfin qui dénonce cette espèce d'illusion en fait de liberté dont on parle. On confond néolibéralisme, liberté, etc. Alors qu'en fait, comme le dit, c'est Denis Jacquet qui parle effectivement qu'en fait avec cette digitalisation, on est en train d'enfermer les gens. Dans un monde, alors lui il parle de crétins sans mémoire et sans capacité de concentration. Bon, il faut voir où on met le curseur, mais enfin en tout cas, le fait est qu'on est de plus en plus enfermé dans un monde qui nous pousse en fait juste vers quoi en fait on veut nous faire consommer, etc. Je crois que j'ai compris quelque chose. Parce que généralement quand j'interviens, la première partie de ma présentation est liée à une cinquantaine de slides qui fait un état des lieux qui est beaucoup plus cru que celui que j'ai fait tout à l'heure et qui montre une réalité qui est très très dure.
Je pense pas, enfin peut-être que je l'ai mal fait. Je vais simplement poser quelques questions. Le taux de vente des assistants personnels, vous savez, c'est Google Home ou Alexa, part en flèche. Dans un instant qui n'est pas si éloigné d'aujourd'hui, on aura 100% d'assistants personnels dans les maisons. Vous en pensez quoi? C'est un truc bien ou pas bien? Juste, qui pense que c'est bien d'avoir un assistant personnel, une sorte de mouchard? Enfin, mouchard, c'est connoté très négativement, mais qui vous enregistre en permanence. Philippe, est-ce que tu penses... non, pas du tout, pas du tout. Non, mais attendez. Qui ici peut dire qu'avoir un boîtier qui vous écoute en permanence depuis la chambre à coucher jusqu'au salon est positif? Qui pense que dès qu'on ouvre un navigateur, toute votre navigation est traquée, connue, enregistrée, stockée dans des bases de données? Qui pense que c'est bien? Moi, je pense que c'est pas bien. L'histoire montre qu'on ne peut pas lutter contre les progrès technologiques dès lors que la société les adopte. On ne peut pas lutter contre. Il faut s'organiser. Par exemple, Internet. Oh, mais on peut réglementer comme l'électricité, il y a eu plein d'exemples. Il y a eu un certain nombre d'exemples de progrès technologiques fabuleux. Ils sont toujours imposés. Les armes bactériologiques, le nucléaire, c'est réglementé. Actuellement, je travaille sur un sujet qui s'appelle les interfaces au fond. Je continue à penser que les jeunes générations ou nous-mêmes, on va trouver un équilibre entre le monde via interface et puis le monde en réel. Et qu'en réalité, là, on est en train de parler de tous nos intermédiaires entre nous et le réel. Il y a aussi une régulation qui va se faire entre le contact direct avec le monde, d'un côté, et les contacts via interface de l'autre. Et que je crois qu'on n'est pas dans un monde totalement interfacé et qu'il y a encore des besoins fondamentaux de relations directes au monde sans interface si on y arrive. Ok, absolument, bien sûr. En fait, il y a une convergence à organiser et à mon sens, elle n'est pas organisée dans la tête des jeunes. On a parlé d'éducation. Moi, je ne crois pas dans tous ces débats qui disent « Ah ouais, mais c'est le rôle de l'éducation nationale de faire. » Non, c'est à nous, citoyens, d'agir. Et il y a une convergence qui doit se faire, qui est celle de cette émergence de la data, de la technologie. Je suis pour le progrès, je suis la première à dire que le monde change et c'est génial, il y a plein de nouveaux possibles qui sont offerts à nous, mais il y a des dangers. Par contre, la convergence qui devrait se faire, c'est celle avec l'émergence des sciences cognitives, qui nous explique pourquoi, grâce aux découvertes sur le cerveau, qui nous explique pourquoi il se passe ce que monsieur a dit tout à l'heure. On va tout de suite ouvrir nos ordinateurs pour voir ce qui s'est passé. Il y a un biais cognitif qui a été découvert, qui a été modélisé, qui l'explique. Donc je pense que si en matière d'éducation, si nous, en tant que citoyens, on était capable de faire converger ces deux éléments qui apparaissent dans cette nouvelle société, les data, les nouvelles technologies, les risques qu'ils présentent, et les sciences cognitives qui nous apprennent comment nous, humains, on fonctionne, on serait capable d'une plus grande intelligence humaine et d'éduquer d'une manière différente chacun de ceux avec lesquels nous interagissons pour que leur sagacité, leur esprit critique, leur libre pensée soit plus grande et qu'ils deviennent des citoyens du monde. C'est tout ce que je voulais dire. Absolument, il faut connaître la cartographie de ces erreurs cognitives et des biais cognitifs qui peuvent nous permettre d'avancer. Tout à fait d'accord. Ça ne m'élève motive. Oui, Henri-Paul Soulourde. C'est une question ou c'est juste une constatation, mais pour terminer sur cet exposé intéressant. Au fond, en écoutant ce qui est dit, en écoutant les uns et les autres, je me demande si on n'est pas dans le vieux débat entre savoir et croire, les deux axes de la pensée humaine. On essaie de se convaincre de ce à quoi on croit par le savoir, mais on n'y arrive pas. En d'autres termes, est-ce qu'au fond, le nouveau monde dans lequel nous rentrons, qui est numérique, c'est pas une révélation de Dieu? Parce que Dieu, il n'existe pas visuellement, on ne le voit pas, on ne sait pas où il est, on lui donne tous les grands pouvoirs extraordinaires, et il sait tout ce qu'on fait. Merci Henri-Paul. Bon, alors... Je vais te faire court et un peu moins métaphysique. Je suis jeune journaliste, Luc Lévitansky, chez Oui Demain. Et en fait, je voulais vous demander, je pense que vous pointez très bien le problème sous-jacent qui est celui du modèle commercial. Quand vous avez la citation de Patrick Lelay qui dit qu'on vend du temps de cerveau humain à Coca-Cola, en fait, c'est notre attention qui est morcellisée par ces grandes plateformes et qui est vendue puisque nous les utilisons gratuitement. Et c'est aussi les données que nous fuitons sans arrêt qui sont revendues à des courtiers en données. Et si on veut résister à ça,
bon, il y a certes des outils, des bloqueurs qu'on peut utiliser à titre individuel, mais quand vous dites qu'il faut sortir de ce modèle-là, pour moi, c'est aussi sortir d'un modèle dans lequel l'information est constamment véhiculée par des gens qui nous vendent de la pub parce qu'ils ont un intérêt commercial à nous faire des flux personnalisés qui vont nous renvoyer vers notre modèle démographique le plus semblable, dans l'intérêt des annonceurs, et donc de créer des espèces de groupes homogènes, algorithmiquement en fait, sans qu'on ne se pose la question, pour qu'on soit mieux ciblé par des publicitaires. Donc pour résister à ça, il y a des stratégies individuelles de blocage de pub, de blocage de ce genre de système, et ensuite collectivement, comment est-ce qu'on essaye de recréer une agora dans laquelle on n'est pas constamment en train de se fâcher sur des gens qui n'appartiennent pas à notre groupe, et donc recréer des décisions affirmatives, peut-être dans la presse notamment, dans lesquelles on a des vrais lieux de débat. Pour moi, c'est aussi ça qui est fondamental, c'est la création des discours qui est influencé par le modèle commercial. Très bien, merci beaucoup. Peut-être un mot de conclusion. En tout cas, merci pour la richesse de ce débat. Je pense qu'on peut tomber d'accord, et je vais être très consensuel, pour dire que nous vivons une révolution. On vit une révolution extrêmement passionnante, qui est pleine de promesses, porteuses d'espoir. Par contre, il faut qu'on maîtrise les règles du jeu, et c'est le moyen d'en bénéficier à plat. En tout cas, merci à vous. Merci Jérôme.